Bonjour à tous. Il y a 25 ans maintenant mourait le Rav Léon Ashkenazi, plus connu sous son nom de totem, son nom de scout, Manitou. Il est né en Algérie, c'était en 1922. Il fut après-guerre, on le sait souvent, l'un des artisans du renouveau du judaïsme francophone, notamment à travers l'école d'Orsay, où il forma de nombreux enseignants, des cadres pour le judaïsme. Il a été influencé par l'enseignement du Rav Kook, par l'enseignement aussi direct qu'il a reçu du fils de ce même Rav Kook dans les années 50, et il s'installa en Israël en 1968. Il fonda d'ailleurs d'autres centres d'études, comme le centre Mayanot ou le centre Yaïr, qui avaient donc vocation à enseigner, et il l'a fait il l'a fait jusqu'au bout, jusqu'à sa disparition en 1996. Alors pour évoquer son rôle et aussi sa place en Israël, aujourd'hui encore, la place de sa pensée, de ce courant de pensée. Nous sommes en ligne depuis Tel Aviv avec l'historien Denis Charbit, qui est professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Bonjour Denis Charbit. Bonjour Antoine. Peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas Léon Ashkenazi, est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots sur lui qui permettraient de le présenter ? Alors je donnerai, pour le définir en quelques lignes, 3 villes, Oran, Paris, Jérusalem, qui montre donc sa circulation à travers 3 continents, l'Afrique, l'Europe et l'Asie, et Israël en son cœur. Mais pour le distinguer sur le plan de sa contribution au judaïsme, je dirais que ça a été le maître du judaïsme francophone, un maître qui ne s'est pas exprimé à travers des écrits. Ce n'est qu'après sa mort qu'on a rassemblé des dizaines, une vingtaine, une quarantaine d'articles ou d'interviews qu'il avait donnés le temps de sa vie. Sa grande contribution, c'est d'avoir renouvelé l'enseignement oral du judaïsme. Ce qui est indicatif, je dirais, de sa personnalité, c'est quelqu'un qui s'est adressé à toutes les couches de la population juive, des jeunes, des moins jeunes, des jeunes adultes, désireux de revenir à cette source qui avait été un peu oubliée, qui est le judaïsme, et notamment le judaïsme de la Bible. Voilà. Alors en parlant de l'oralité, parenthèse, vous pourrez retrouver sur ce site même, au site Tout Manitou, l'ensemble des enregistrements qui existent de ces conférences. On peut donc réentendre sa voix et ses cours. Denis Charbit, donc, effectivement, vous avez tracé vous-même les 3 périodes qui sont avec les titres des villes, Oran, Paris, Jérusalem. Ça fait 3 périodes, 3 temps dans son existence. Premier temps, l'Algérie, donc naissance à Oran, son père est rabbin, grand rabbin à Oran, puis même grand rabbin d'Algérie, dernier grand rabbin d'Algérie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette période de formation ? Il a reçu une éducation traditionnelle, mais dans un milieu évidemment fortement imprégné du judaïsme qui venait de sources, j'allais dire, diverses et solides. Effectivement, je dirais que dès le début, on voit cette double formation qui l'a accompagné toute sa vie. D'un côté, il est enraciné dans la tradition juive, à la fois l'étude de la Bible, l'étude du Talmud, l'étude de la Kabbale, rien ne lui était étranger de la tradition juive, mais nous sommes en Algérie, après le décret Crémieux, l'école est obligatoire pour les jeunes juifs d'Algérie, et donc il va avoir aussi une formation qui fait que le français est une langue maternelle qu'il maîtrise parfaitement, tous les jeux de mots qu'on lui attribue, et dont il était toujours très féru. Et j'ajouterais également sa formation intellectuelle. C'est pas simplement apprendre à lire et à écrire, c'est effectivement à composer une dissertation, à s'ouvrir à la philosophie de Descartes à Bergson, en passant par l'actualité à l'époque, c'est Jean-Paul Sartre et l'existentialisme. Je dirais que ce sont ces 2 piliers, même si l'un a pris beaucoup plus d'importance que le second, mais il n'a jamais renoncé, il n'était pas coupé au nom de l'importance ou de la prépondérance de la tradition religieuse. Il n'était absolument pas coupé de ce qui se faisait, tant au niveau politique qu'au niveau intellectuel, littéraire, et de ce point de vue-là, il était un homme dans son temps, bien sûr armé de la tradition juive qu'il a contribué à renouveler incontestablement. Et ce pôle lui permettait aussi de redonner un enseignement en Torah qui puisse s'adresser justement à des gens qui n'étaient pas directement impliqués dans la tradition ou qui n'avaient pas une pratique importante.
Tout à fait. Je crois que ça, une partie importante de son aura comme enseignant, c'est qu'il était capable de s'adresser à des publics effectivement formés par une éducation laïque et de les ouvrir, de les exposer, d'exposer la Bible, le Talmud et la Kabbale et toutes les sources du judaïsme dans un langage totalement accessible en fonction de la compétence de l'auditoire. Et ça, de ce point de vue-là, c'était un maître hors pair, c'était un didacticien, non pas qu'il en avait fait la théorie, mais je dirais que c'est parce qu'il circulait entre ces deux mondes-là, celui de la tradition et celui de la modernité, qu'il a été capable d'apporter à ce public-là formé par l'école républicaine, eh bien, les sources du judaïsme qui lui étaient relativement fermées. Évidemment, sans les travestir aucunement. Alors la période française, maintenant, très importante évidemment, il est en France donc après-guerre et il est l'un des fondateurs de cette école d'Orsay, très connue, qui a permis de renouveler, régénérer, faire renaître le judaïsme. Comment vous caractériseriez cette période et son rôle à ce moment-là ? Alors, je dirais que pour la comprendre, il faut avoir en tête cette expérience qui a été fondamentale chez lui des éclaireurs israélites de France. C'est là qu'il va obtenir le fameux totem de Manitou, ce qui démontre son aura déjà à l'époque. Hein, et à ce moment-là, il a 20 ans, hein, c'est un jeune homme. Et c'est vrai qu'il va conserver cet esprit, je dirais, de la communauté, du petit groupe, des excursions, des feux de camp, voilà, toute cette, je dirais, cet appareil, ces pratiques, ces traditions scouts, eh bien, il va en quelque sorte les reporter lorsqu'il va être à la tête de cette institution où il va recomposer ce petit foyer très chaleureux autour de l'étude du judaïsme. Alors, ce qui est absolument incroyable et extraordinaire, c'est qu'on est à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, qui a été une saignée pour le judaïsme français, et cette compréhension, alors il n'est pas le seul bien sûr, mais cette compréhension de l'importance qu'il y a à reconstruire une élite juive, mais avec, je dirais, précisément parce qu'on sortait de la catastrophe, ce sentiment qu'il faut que ça passe non seulement par l'excellence à l'université française, dans la science, dans l'industrie, dans la littérature, dans les arts, mais une régénération de l'être juif, une réappréhension, une récupération de cette tradition qu'on avait tendance à considérer comme un petit peu dépassée, un peu archaïque. Alors c'est un petit peu, je dirais, dans le sillage des Montfleg, hein, mais en y mettant, en disant en quelque sorte, la culture française occidentale, vous l'avez déjà acquise. Ce que vous allez acquérir à l'école J.L. Bloch, l'école d'Orsay, eh bien c'est cette ouverture aux sources, mais je dirais cette ouverture à la richesse d'une réflexion philosophique, métaphysique, sur l'existence, sur l'identité, voilà, toute cette question-là qu'il repose à travers, en exposant de jeunes juifs, à ce trésor-là redécouvert. Et de ce point de vue-là, une grande partie de cette génération qui a excellé, hein, je pense à Henri Atlan, je pense à Stéphane Moses, je pense à Claude Klein, incontestablement, voilà, ils sont passés par là, et donc leur rapport au judaïsme aura toujours été un rapport très riche, très fort, et c'est vraiment des générations qui ont été élevées à cette nouvelle lumière-là, et Ashkenazi l'a fait en fidélité, en loyauté à son grand maître qui était Jacob Gordin, qui estimait que c'est ça la grande mission qu'il a à accomplir, celle de retremper, de reformer une élite juive, pas simplement parce qu'elle est née de père et de mère juive, mais parce qu'elle est en contact direct, elle n'a pas peur de prendre à bras-le-corps cette tradition juive. Alors de cette renaissance du judaïsme en France à l'Alia, finalement, il y a tout un parcours qui s'est fait dans ces années 40, 50, 60, jusqu'à l'Alia en 68. Est-ce que ça a été un processus lent, une maturation lente? Est-ce que c'était naturel pour lui que ça se termine comme cela? Parce que finalement, reconstituer des cadres en France, c'était pas forcément pour
partir ensuite en Israël? Comment se résoudre cette question? Alors, c'est vrai qu'il y a deux manières de le concevoir. Il y en a qui disent tout Ashkenazi était déjà dans le jeune Ashkenazi, y compris son sionisme, etc. Moi, je pense qu'il y a également place pour une évolution. Et le tournant, c'est en 1956. C'est un voyage qu'il effectue à Jérusalem, où il va rencontrer le rabbin Tzvi Yehuda Cohen Cook, le fils du grand rabbin d'Israël, Ashkenaz à l'époque, Avraham Yitzhak Cohen Cook, et qui, voilà, va le convaincre en quelque sorte que l'avenir est en Israël. Et vous voyez, on est en 56 et c'est pas lié à l'opération de Suez et c'est bien avant la guerre des 6 jours, c'est-à-dire la question de la sainteté de la terre d'Israël, qui est le grand enseignement du Rav Kook, et le sentiment que la diaspora, c'est une expérience historique, mais qui peut et doit peut-être avoir une fin. En tout cas, voilà, c'est ça qui va le réorienter sur une autre mission qu'il va se donner, et celle-là passe par Israël. Et il faut bien comprendre de ce point de vue-là, c'est faux de penser que c'est la guerre des 6 jours qui a constitué le tournant. Ça commence en 56. On voit également dans une deuxième étape, qui est celle des colloques des intellectuels juifs de langue française, que là, il y a une préoccupation, la question d'Israël apparaît déjà avant 67, mais c'est vrai que le tournant de 67 reste quand même un tournant parce que pour le coup, Israël, c'est pas simplement le début de la rédemption, c'est également une étape supplémentaire avec la récupération, la réunification de la ville de Jérusalem et la redécouverte, eh bien, des lieux bibliques proprement dit, beaucoup plus que le Sharon ou même la Galilée ou Tel Aviv ou Haïfa qui ne sont pas intimement liés à l'histoire biblique, alors que Sébastia, Shomron, Sichem, Naplouse, Hébron, bien entendu avec le caveau des patriarches, voilà. Et ça, il le comprend très vite, et c'est pour ça qu'en moins d'un an, il plie armes et bagages et il se rend en Israël. En sachant bien qu'à la différence d'un André Neher ou d'une Eliane d'Olivier Menassi, qui ont fait l'Alia au même moment, lui ne venait pas avec un poste d'enseignant à l'université, donc il n'a contraire des deux autres qui ont été acceptés à Bar-Ilan, et voilà, il se relance dans une autre aventure d'Orsay en quelque sorte, qui est l'Institut Mahayanot, qui s'ouvre en 1974 et qu'il va diriger pendant près d'une décennie. On peut presque dire qu'il y avait une sorte de pensée sioniste et puis que la réalité est devenue sioniste et que finalement il est clair qu'il fallait faire la jonction entre ce que l'on pensait ou ce que l'on enseignait et puis ce qui se produisait dans l'histoire. D'où cette notion centrale chez lui d'historiosophie, comme si l'histoire était porteuse d'un sens et qu'elle passait évidemment par la destinée du peuple juif. Est-ce que vous êtes sensible à cette thèse en tant qu'historien ? Oui, tout à fait. D'abord, ça fait partie des choses qu'on doit étudier, surtout dans le 19 et au 20e siècle où la question du sens de l'histoire est aussi marquée. Et elle prend justement, elle mord précisément sur cette communauté juive en France, précisément parce que on sort de philosophie de l'histoire, celle de la révolution, celle de la modernité, le progrès, tout ça, on en revient. Et je dirais que ce paysage déserté, en quelque sorte, par ces idéologies qui ont subi le désenchantement, eh bien, lui permet de venir, mais finalement, ce message antique, ce message biblique, ce message qu'on a cru archaïque, peut-être que c'est lui qui indique la voie. Et c'est vrai qu'avec cette fameuse idée du juif qui redevient hébreu, eh bien, voilà, il montre en quelque sorte, il préfigure cet accomplissement, cette métamorphose, ce dépassement de soi-même à travers non pas l'idée de faire du passé table rase, mais au contraire de redresser la table précisément, et voyez comment c'était effectivement révolutionnaire que de le penser à ce moment-là, et surtout que cela va trouver un public, et notamment en France, et également ces juifs français qui considèrent après lui que voilà, la diaspora a accompli sa mission et que l'histoire se passe en Israël, et non seulement en Israël, dans l'État d'Israël, mais en Eretz Israël, d'où là son implication dans cette grande aventure pionnière, si j'ose dire, alors que
d'autres décriront comme la colonisation, mais que eux, bien entendu, vivent comme la rédemption de la terre, mais qui, pour eux, va de pair avec la rédemption du peuple. Pour revenir à l'actualité aujourd'hui d'Israël, finalement, on a le sentiment que cette question du sens de l'histoire de ce pays jeune qui doit à la fois exister comme les autres et en même temps ne pas être tout à fait comme les autres, c'est un peu au cœur encore des problématiques sociologiques ou politiques en Israël, cette question. C'est vrai. Je pense que, sans vouloir bien sûr oser même concevoir l'idée de parler à sa place, mais je pense qu'il aurait été extrêmement affecté de cette division qui ont été excitées ces 2 dernières années dans la classe politique. Pour lui, c'est vrai que l'unité était la chose la plus, voilà, la vocation d'Israël. Je pense que il aurait quand même il aurait apprécié, alors sans rentrer dans le débat politique bien sûr d'aujourd'hui, mais cette réunion au gouvernement de plusieurs des familles politiques et spirituelles d'Israël. Et je pense, si je peux même pousser un peu plus loin la supposition, un peu fictive, je pense que le fait que les orthodoxes ne soient pas représentés au gouvernement, je crois ça suscitait sa satisfaction, parce que je crois que autant il pouvait avoir un discours extrêmement, comment dirais-je, rassembleur, autant je pense que son débat, sa confrontation la plus âpre, il l'a eu avec l'orthodoxie. Il avait énormément de mal à admettre qu'il ne puisse pas s'ouvrir à l'idée de l'État d'Israël moderne, tout en bien sûr maintenant l'exigence et l'aiguillon de la tradition. Et donc voilà, mais c'est vrai que, mais pour lui, il faut bien comprendre, il n'en aurait pas perdu son optimisme, parce que pour lui, ça faisait partie des convulsions de la renaissance d'Israël. Voilà, comme une naissance entraîne des douleurs de l'enfantement. Pour lui, ça faisait partie des douleurs de l'enfantement, l'essentiel étant que les choses aillent malgré tout dans le bon sens, même si tout n'est pas encore accompli. C'est à cela que le temps futur c'est ça qui doit s'accomplir pendant le temps futur, tout ce qui n'a pas encore été placé sous le sceau de l'harmonie finale, non seulement des Juifs avec eux-mêmes, mais également des Juifs avec Ismaël, avec la chrétienté, avec Ésaü et avec le reste du monde. De ce point de vue-là, il restait quand même dans cette optique très généreuse et très optimiste d'un accomplissement des promesses à l'échelle du monde et pas seulement à l'échelle du peuple juif. Est-ce qu'on peut dire qu'il a eu une influence aussi sur la vie politique d'une façon ou d'une autre ? Alors, je crois qu'il a eu, vous savez, c'est toujours un problème qu'on pose à propos de ces personnalités illustres qui ont grandi en France et qui ont excellé en France et qui, une fois arrivés en Israël, n'ont jamais eu la même aura. C'est vrai de André Chouraki, c'est vrai de Claude Vigée, c'est vrai d'André Neher. Ça l'est moins de Léon Ashkenazi. Léon Ashkenazi, même s'il est mort assez tôt, en 1996, il a quand même disposé de son vivant dans les 10 dernières années d'une aura particulière auprès des milieux politiques, le MAFDA, le Parti national religieux, auprès du Parti Renaissance, qui était à la droite du Likoud, auprès du Likoud également. Donc je pense de ce point de vue-là, oui, alors on l'appelle en Israël, c'est ni Manitou ni Léon Ashkenazi, c'est Rav Yehuda. Et c'est vrai qu'il est beaucoup plus lu, beaucoup plus entendu, et ses enseignements sont beaucoup plus vivants. Et à cet égard, c'est vrai qu'il est d'une certaine manière une exception par rapport à toutes ces lumières venues de France, mais qui n'ont pas toujours trouvé l'écho qu'ils méritent. Léon Ashkenazi, c'est une exception. Alors, Denis Charbit, à vous entendre, on vous sait homme plutôt de gauche. Vous avez le sentiment que vous êtes en train de nous tracer un portrait finalement très positif de cette pensée de Léon Ashkenazi, qui est par ailleurs souvent considéré comme quelqu'un de nationaliste, très à droite. Comment on peut réunir ces deux impressions ? Alors, je dirais tout d'abord que c'est sa personnalité, sa bonhomie,
voilà, le fait qu'il c'était un homme très accessible, avec qui il était toujours très agréable de parler. Il y avait son humour, ses tics de langage. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Enfin, qui n'a pas en tête la manière dont il avait, ce qui le rendait très humain, ce petit accent qu'il avait lorsqu'il parlait français, voilà. Et puis le fait qu'il savait, en tout cas en tête à tête, lors des quelques occasions que j'ai eues de le rencontrer et qui étaient fort riches et un très beau souvenir pour moi, cette manière qu'il avait dit, mais vous savez, mes disciples sont plus excessifs que je ne le suis, sont beaucoup plus fanatiques que je le suis. Je reconnais quand même, puisque vous avez souhaité mettre l'accent sur cette contradiction, c'est vrai que le dernier rapport que j'ai eu avec lui était un petit peu tendu, puisque c'est après l'assassinat de Rabin que j'ai publié dans les Nouveaux Cahiers une réponse assez sévère à Léon Ashkenazi dans la manière dont il avait de condamner les accords d'Oslo en considérant que c'était des accords d'Auschwitz et en disant en considérant que c'était Auschwitz, eh bien, est-ce qu'il n'a pas contribué à armer Yigal Amir ou quelque assassin que ce soit. Donc c'est vrai qu'on a eu un différend assez sévère, mais encore une fois, je n'ai jamais pensé que le jugement qu'on doit porter sur les hommes doit se limiter et se réduire à leurs convictions politiques. Je connais des gens de gauche qui sont détestables et je connais des gens de droite qui sont admirables. Voilà. Merci beaucoup, Denis Charbit, d'avoir accepté de répondre aux questions d'Acadème. Et puis je renvoie aussi à un ouvrage que vous avez longuement préfacé qui reproduit une conversation entre André Chouraki et Léon Ashkenazi à l'heure d'Israël, qui faisait écho précisément à l'heure des nations, le recueil des leçons talmudiques de Lévinas. Merci beaucoup, Denis Charbit. Merci à tous pour votre attention. Merci.